Donc nous allons commencer une nouvelle partie de discussion avec notre cher professeur Hassan Rachid. Nous avons parlé la dernière fois sur 2-3 thématiques importantes. On a parlé de l'enfance, on a parlé du quartier, on a parlé de Ciné-Club, une période importante dans la formation de M. Hassan Rachid. Et puis, on a parlé également de l'école, du collège et le lycée. Aujourd'hui, donc, encore une fois, d'abord merci d'accepter toujours de continuer ce type d'entretien et rencontre avec vous. Aujourd'hui, nous allons commencer par le parcours du chercheur, à savoir l'école doctorale, l'étude doctorale, et comment ça a commencé. Et bien évidemment, ça permet après de parler de l'émergence, bien évidemment, du chercheur. Merci, c'est Aziz. Alors, l'émergence d'un chercheur, vous savez, d'abord, il y avait le réflexe à l'époque, c'était d'avoir sa licence et puis de partir travailler. Ou faire le service civil à l'époque. Il y avait 2 ans de service civil avec l'État, donc pour ceux qui le souhaitaient. Le réflexe de continuer ses études après la licence n'était pas donné, n'était pas concevable, n'était pas pensable pour la génération d'avant. Donc nous, il y avait la possibilité d'avoir une petite bourse pour poursuivre ce qu'on appelait à l'époque le 3e cycle, ce qu'on appelle maintenant le master. Et donc déjà prendre la décision de poursuivre ses études, c'était pas pour une carrière, c'était justement pour se familiariser avec le domaine de la recherche. Donc il y avait ça, et puis il y avait cette chance que nous avions, que ma génération avait, c'est d'avoir Bruno Etienne à la faculté de Casablanca, faculté de droit de Casablanca. Et son séminaire, il y avait 2 séminaires, le premier portait sur tradition et modernité, et le deuxième sur méthode des sciences sociales. Donc ces 2 séminaires m'ont bouleversé. C'est à travers ces 2 séminaires que je vais un peu découvrir le vocabulaire des sciences sociales, découvrir les auteurs de sciences sociales, découvrir quelques bribes de l'histoire des sciences sociales. Avant, je rappelle tout simplement, mais très brièvement, mes lectures, c'était en rapport avec le cinéma, le Ciné-Club, pendant 8 ans, sémiologie, idéologie et cinéma, etc., les écoles de cinéma, et puis les études de droit, les livres sur le droit, des livres juridiques. Donc c'était un peu limité. Les sciences sociales, je vais les découvrir avec le 3e cycle. Alors, avec Bruno Etienne, quand je dis découvrir, c'était vraiment dans la souffrance, c'était une avalanche de concepts que je ne maîtrisais pas, que je découvrais pour la première fois, statut, contrat, potlatch, émique et éthique analysée, et ainsi de suite. Donc, plusieurs concepts que j'écoutais pour la première fois. Ça nous a bouleversés, en tout cas ça m'a bouleversé. Mais non seulement les concepts nouveaux et les mots nouveaux que je découvre, mais même les concepts que je croyais connaître, Oui. à partir de mes lectures marxistes, comme classe sociale, comme idéologie, comme infrastructure, etc. Donc même ces concepts-là étaient avec Bruno Etienne étaient problématiques. Donc il n'y avait pas. Nous, on était dans la certitude du Ciné-Club, dans la certitude du militant, arrogant des fois. Et avec Bruno Etienne, c'était vraiment une cassure, une rupture mais sans jamais savoir vers où j'allais. Ça va amener. Et donc il y avait avec Bruno Etienne, il nous a sensibilisés à un type de lecture en sciences sociales. Et un rapport avec la lecture qui est un rapport problématique. Un rapport, on ne disait pas à l'époque réflexif, mais c'était un peu le cas. C'est-à-dire ne pas prendre à la lettre, argent comptant, ne pas croire ce qu'on est en train de lire. Donc il y avait cette période-là, donc ça a duré 1 année, et ça a eu des effets par la suite, bien sûr. Et puis, la 2e année du 3e cycle, j'ai enregistré
mon mémoire de DES, diplôme des études supérieures. Donc c'était pas le DESA à l'époque, donc c'était le diplôme d'études supérieures. Donc après 2 ans d'études, une année et demie de préparation, c'était un mémoire, c'était pas une thèse, c'était un mémoire. Donc j'ai enregistré le mémoire en m'inspirant du séminaire de Bruno Etienne, Tradition et modernité. Et donc mon mémoire de DES portait sur la modernisation de collectivités traditionnelles. Donc j'ai travaillé sur 3 tribus, Zemmour. Mais également je me suis inspiré, c'était la 2e année, je me suis inspiré d'un séminaire de François Blanc qui portait sur l'administration, l'histoire de l'administration du Maroc. C'était un historien du droit. Donc j'ai mélangé un peu ces deux séminaires et j'ai travaillé comme il était question dans l'histoire de l'administration, du qaïd, de la tribu, de la jma'a, etc. Donc j'ai mixé pour poser la question comment des tribus au Maroc s'étaient modernisées sous le protectorat et par la suite avec l'État indépendant. Je n'étais pas préparé à la recherche. Il n'y avait pas un séminaire, en dépit, j'ai parlé un peu de formation. Il n'y avait pas de formation à la recherche. Il n'y avait aucune formation à la recherche. Il y avait une certaine sensibilisation à la recherche en sciences sociales, méthode des sciences sociales, etc. Mais dans la méthode des sciences sociales, on posait des problèmes. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que le positivisme. C'était un peu théorique. Donc je n'étais pas préparé à ça, heureusement. Il y avait une sorte de polycopié de Paul Pascan qui a été publié par la suite, où il donnait des conseils aux chercheurs. C'était encore un polycopié, c'était une copie un peu privée. Donc ça m'a aidé, ça nous a aidés. Et puis sur le terrain, rien. Ben, je me disais, mais pourquoi Hassan Rachid a choisi de travailler sur le terrain? Je ne trouve pas une réponse qui me convainc maintenant. Qu'est-ce qui a poussé Hassan Rachid à couper avec les mémoires, avec les thèses qui se faisaient à l'époque à la bibliothèque, en se basant sur des textes juridiques ou sur des textes autres? Qu'est-ce qui a poussé Hassan Rachid à aller sur le terrain? Je n'ai pas de... Sincèrement, je n'ai pas... C'est pas la peine maintenant, à mon âge, de fabriquer, de fabriquer des justifications un peu artificielles. J'ai dit dans le livre que j'ai préparé sur mon parcours que peut-être on parlait à l'époque de Paul Pascan. J'en suis pas sûr. Peut-être on parlait beaucoup de Paul Pascan, du travail de terrain, etc. Et puis, le déplacement, comme j'aimais voyager à l'époque, donc j'ai voyagé un peu jeune, j'en ai parlé dans les émissions précédentes, en Espagne, en Angleterre, en France. Peut-être, parce qu'on a demandé à Evans Pritchard pourquoi, quelle est la motivation, pourquoi tu es devenu anthropologue, la réponse, c'était presque une boutade, j'aime voyager. Bon, peut-être que moi également j'aimais voyager, me déplacer, rester dans une bibliothèque en train de rabâcher encore, en train de reproduire des textes ne me convenait pas. Mais il n'y avait aucune préparation au terrain. Et on ne pensait pas à l'époque qu'il devrait y avoir une préparation. Oui, exactement, c'est ça. Ce n'était pas une exigence, c'était parce que ce n'est pas une tradition. Impensable. Il n'y avait pas de tradition, donc il fallait tout simplement préparer quelques questions, aller sur le terrain, poser quelques questions, ramener les réponses et puis rédiger. C'était très simple à l'époque. Alors, 1980, en octobre 80, j'ai enregistré mon mémoire, et 2, 3, 4 mois plus tard, j'ai commencé par une collecte d'archives ici à Rabat. Ministère de l'Intérieur, mais c'était les archives coloniales. On m'a demandé, c'est ça qu'on commence, on commence à découvrir les problèmes de terrain. On me demande une autorisation. Vous ne pouvez pas consulter les archives sans autorisation. Alors commence une petite odyssée autour de cette autorisation. J'ai, comme Driss Bassari, assuré des cours à la fac. À l'époque, il assurait des travaux dirigés. Et c'est pendant ces travaux dirigés qu'il dénichait un peu quelques cadres qui vont l'aider par la suite. Donc, nous, militants à l'époque, assister à un cours de Driss Bassari, des travaux dirigés de Driss Bassari, c'était impensable, donc on n'y assistait pas.
Mais bon, j'étais obligé de lui demander, il était ministre de l'Intérieur, de le rencontrer à la faculté de droit de Casablanca et de lui demander, voilà, de me recommander auprès de ses services. Il a signé, effectivement. Donc j'ai eu l'autorisation 3 ou 4 mois plus tard. L'autorisation pour consulter les archives et l'autorisation, on appelle ça autorisation, mais ce n'est pas une autorisation, c'est tout simplement une lettre. On demande aux autorités locales de faciliter la tâche de Hassan Rachid, etc., qui va venir de telle période, c'était un mois à l'époque. Mois août, septembre. Alors j'obtiens ça, je me dirige vers le terrain. Pourquoi j'ai choisi les Zemmour? C'est encore arbitraire. Il y a de l'arbitraire, donc... Enfin, il y a de l'arbitraire, il y a du rationnel. À un moment, je pensais, parce que j'ai beaucoup lu sur les tribus zaïennes. J'ai dit, bon, je vais travailler sur les tribus zaïennes, mais Khénifra, c'était loin. C'était aussi simple que ça. Et donc, comme j'avais lu un peu sur les Zemmour, je me suis dit, bon, les Zemmour, c'est accessible. 60 km de Rabat, il y a des taxis, etc. Et donc, j'ai choisi les Zemmour, d'abord, parce que j'étais charmé par le droit coutumier, par la coutume, par la tribu, etc. Et il y avait une littérature. Il y avait de la matière, il y avait une littérature qui était assez intéressante. Donc j'ai choisi de travailler et de faire mon terrain sur les Zemmour. Le terrain, maintenant quand je parle de ça, bien sûr, le terrain que j'ai fait chez les Zemmour, je l'ai appelé par la suite, quand je préparais mon livre, un terrain d'appoint. C'est-à-dire que l'essentiel de mon mémoire, c'était des textes de seconde main, sur l'histoire de la tribu, sur les archives, des chercheurs qui ont déjà travaillé sur la tribu, qui ont produit des articles, des livres, etc. Donc l'essentiel, on va dire les 2/3, c'était basé quand même sur des textes. Et le tiers, c'était des questions. Par exemple, je lisais sur Tata, le pacte de Tata. Et puis, en partant des informations sur le pacte de Tata que j'ai lu, je posais des questions. Alors, le Tata, c'est un pacte tribal qui est scellé entre 2 tribus. Et quand ce pacte est scellé entre ces 2 tribus, c'est autour d'un repas pris en commun, et puis un tirage au sort des babouches. Donc, telle tribu est là et l'autre tribu est de l'autre côté. Donc, on mixe leurs babouches et les babouches qui sont choisies. Donc, ça scelle un pacte, un contrat entre les 2 personnes choisies des 2 tribus. Si jamais il y a un problème à moi dans le territoire de votre tribu, c'est mon Tata qui va le régler. Et moi, j'étais fasciné par ces pactes qui étaient des pactes, on va dire, infrajuridiques à l'époque, mais qu'on n'enseignait pas à la faculté. Mais il y avait d'autres, bien sûr, mais je donne cet exemple. Et donc, l'idée, c'était lire sur une institution, préparer des questions et aller, avec quelques informateurs, avoir un scénario, un récit sur les institutions. Donc ça, c'est un peu le contenu du terrain. Le fractionnement des tribus, par exemple. J'ai travaillé sur 3 tribus, comment c'est fractionné, les institutions de ces tribus, etc. Ça a duré, tout le terrain, ça a duré à peu près un mois, moins d'un mois. C'est pourquoi je l'appelle un peu un terrain d'appoint, c'est-à-dire un terrain auxiliaire. Il complète une étude de bibliothèque, entre guillemets. Donc l'aperçu sur l'étude, parce qu'il y avait un changement de style, le terrain, mais il y avait également un changement de problématique. C'est-à-dire que il y a le droit, bien sûr, il y a toujours le droit colonial, le droit de l'État indépendant, mais vu d'un point de vue historique et sociologique. Avec les bribes de l'époque, avec la formation que j'avais à l'époque, donc c'est trop léger. Mais bon, j'ai pu décrire la modernisation de ces 3 tribus. Par exemple, l'un des aspects de la modernisation, sous le protectorat français, sous l'administration coloniale française, c'est la démilitarisation des tribus. Premier point.
le Maroc traditionnel, il y avait le Makhzen, mais le Makhzen n'avait pas le monopole partout, sur tous les territoires. Et il n'avait pas, même lorsqu'il dirige un territoire, il n'avait pas le monopole des armes. Les Ammoul, c'est à côté. C'est 60 km de Maknas, sous le sultan Moulay Ismail, et avant, c'est 70 ou 80 km de Fès. Donc il n'avait pas le monopole, donc l'État colonial, avec sa conception jacobine, ne pouvait pas vivre dans un espace où il y a d'autres groupes qui manipulent ou qui utilisent les armes. Donc c'était la démilitarisation, avec toutes les conséquences que ça a, parce que les pactes intertribaux par rapport à la guerre vont disparaître, la transhumance, ils vont fixer les transhumants, avec toute la réglementation de la forêt. Donc les Ammoul qui c'était pas nomade. Quand je parle de transhumance, c'est-à-dire que 2 fois à l'année, ils se déplacent avec leurs troupeaux, avec leurs tentes. Il n'y avait que les tentes à l'époque. Donc c'était des transhumants. Donc ils vont fixer progressivement les transhumants. Les jma'a, ce n'est plus la jma'a de la tribu, la petite jma'a de la tribu, donc ils vont créer des jma'a, de grandes jma'a qui ressemblent un peu à des assemblées, et ainsi de suite. Donc il y avait ces aspects-là de modernisation, où par exemple l'espace juridique particulier va disparaître. Qu'est-ce que j'entends par espace juridique? L'espace juridique où la jma'a qui va dicter ses règles. Voilà ce qu'on va faire. Si vous ne faites pas ça, voilà la punition, et c'est la jma'a de la tribu ou du douar qui va prendre en charge l'exécution de... Ces espaces juridiques tribaux vont disparaître au profit d'espaces, pas encore national, mais un espace qu'on va dire berbère, le droit coutumier, avec le Dahir dit berbère de 1930. Donc ils vont créer des espaces juridiques plus homogènes que ne l'était l'espace juridique particulier tribal. Avec l'État indépendant, l'État indépendant va créer un espace juridique national. Il y a toujours, bien sûr, des règles locales, il y a toujours des règles, un droit qui gère les parcours, etc. Mais il y aura une dominance d'un droit, chose qui n'a jamais existé au XIXe siècle. Il n'y avait pas un droit du Makhzen qui était appliqué et applicable à un territoire. Avec l'État indépendant, ça va être un droit national sur la famille, sur les parcours, sur en rapport avec la justice, qui va un peu être le dénominateur commun des Marocains et de l'administration marocaine. Est-ce qu'il y avait des changements, des résistances à ce moment-là, de la part des tribus, d'avoir des nouvelles lois s'intègrent de la part de Mekhzen pour établir un ordre nouveau, ou bien non, c'était en douceur? Là, il y avait des résistances, mais pas au sens de contestation. L'un des aspects que j'ai étudié, c'est lorsque, en 1990, il y a une tribu qui va revendiquer une commune rurale à elle seule. Donc j'ai travaillé, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 3 tribus, Aït Abbo, Aït Wahi, Aït Belqasem. Et donc les Aït Belqasem et Aït Wahi étaient intégrés dans une seule commune. Oui. Les Aït Belqasem vont, à partir de 1990, ils vont réaliser ça. À partir de 1981, ils vont commencer à revendiquer une commune qui leur appartient. Et c'est là où c'est pas une résistance au sens de... c'est une revendication, mais lorsqu'on parle de modernisation, on parle d'une commune qui n'épouse pas la tribu. Et Dieu sait que les nationalistes ont essayé que la carte communale ne corresponde pas à la carte tribale. Ah oui. Et que les noms des communes ne correspondent pas aux noms des tribus. Donc le nationalisme était dans cette trajectoire, d'accord, de tout ce qui est local, tout ce qui est tribal doit disparaître au profit de ce qui est national. Donc des fois ils ont fusionné des tribus, des fois ils ont divisé les tribus en fonction de paramètres qui sont des paramètres bureaucratiques. Mais lorsque 2 décennies après l'indépendance, il y a une tribu, Aït Belqasem, qui revendique
une commune à elle. Moi, j'appelle ça de la résistance, mais pas au sens de... Pas Pas au violent, sens de- pas... Voilà, donc Oui. c'est une revendication. Il y avait des lettres écrites au ministère de l'Intérieur, etc. Et finalement, en 90, ils ont eu gain de cause. Figurez-vous, la commune s'appelle la commune Aït Belkacem. Donc le nom de la Depuis. tribu. Est-ce que le nationalisme s'est affaibli ou pas? Est-ce que l'administration n'a plus la mémoire nationaliste que les fonctionnaires avaient dans les années 60, etc. Peut-être. Voilà, Très bien. première partie terminée. Ce beau cahier, 1969-70.